Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'actualité et de décryptage d'AXA France. Comment lutter contre l'homophobie aujourd'hui, même si les mentalités, même si l'opinion publique ont largement évolué en quelques générations, la question reste d'actualité quand on sait que les discriminations, que les manifestations de haine homophobe perdurent et sont même en hausse apparemment ces dernières années. On va essayer de comprendre comment l'homophobie se manifeste aujourd'hui et quelles sont les actions mises en place pour soutenir une lutte de chaque instance. Aussi, avec un fin connaisseur du problème, c'est le directeur de la publication du magazine Tétu. Bonjour Albin Servien. Bonjour Cédric. Alors, si on a voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est pour comprendre une situation qui est paradoxale quand on regarde les chiffres. D'un côté, en tout cas sur la durée, on a des vraies bonnes nouvelles. Par exemple, en 2019, dans une étude récente chez nous, 85% des personnes interrogées déclaraient considérer l'homosexualité comme une manière de vivre sa sexualité comme une autre, une étude IFOP. Alors, ça paraît logique et normal aujourd'hui, mais il n'était que 24% en 1975. Donc on voit bien que l'acceptation de l'homosexualité est quelque chose qui est beaucoup moins problématique qu'avant. On l'a vu au travers de l'évolution de l'opinion aussi, par exemple, sur des questions comme le mariage homosexuel. Vous l'avez ressenti, vous ? Alors les temps changent, hein, comme vous le dites, les combats ont évolué. Je pense que ça s'est amélioré, hein, objectivement. C'est beaucoup plus accepté dans la société française. Pour autant, je pense qu'il reste des bastions forts qui ont encore un problème par rapport à ça. Moi, j'ai vécu 8 ans en Angleterre, je suis revenu récemment en France et c'est vrai qu'on est en retard par rapport au milieu anglo-saxon et parce qu'on manque de rôle modèle. Il y en a de plus en plus dans les médias, ça commence dans le sport, etc., etc. On n'a pas beaucoup de chefs d'entreprise français, notamment dans le CAC 40 ou dans d'autres sociétés qui se manifestent. C'est le cas en Angleterre, il y a un classement annuel du FT quand même, qui est l'équivalent du, on va dire, du Financial Times qu'on ne présente pas, oui. Et qui chaque année publie un classement des top 50 100 LGBT exécutives en Angleterre. Donc il y a un retard. Donc pour répondre à votre question, je pense que oui, ça s'est bien amélioré, mais je pense qu'il y a encore des bastions qu'il faut conquérir, convaincre. Je pense que c'est ça le rôle de Tétu. Il a évolué depuis 25 ans, hein, parce que Tétu a 25 ans cette année. Le combat a changé, il y en a certains qui restent, d'autres évoluent, et on a un combat maintenant chez Tétu, c'est effectivement aller chercher, mettre en avant des rôles modèles ou des alliés. C'est pour ça que on avait récemment d'ailleurs le patron de la marque d'AXA, hein, Éric Lemaire, qui était en interview dans Tétu. Donc c'est quand même fou d'avoir des personnalités comme ça qui sont dans les grandes entreprises, au COMEX de ces entreprises, sans faire de publicité pour la Société Générale. On avait aussi Frédéric Oudéa il y a un an qui était dans Tétu. Vous vous rendez compte, le premier CEO du CAC 40 qui parle de ces sujets-là, et c'est important. Voilà, c'est une manière de dire aussi, de montrer à la population française que finalement, ce sont des gens normaux, les LGBT. Ils sont patrons d'entreprise, ils sont artistes, voilà. Donc c'est quelque chose, et voilà, c'est notre combat quotidien. Je voyais un sondeur qui expliquait que plus que toute autre question, celle de l'acceptabilité du mariage homosexuel était une question qui avait fait évoluer l'opinion plus rapidement encore que toutes les autres grandes questions sociétales. Je pense à la peine de mort, à ce genre de choses. C'est-à-dire que l'opinion s'était retournée en l'espace de 20 ans. On a des exemples frappants. Moi, je me souviens, regardez, Barack Obama, pendant son premier mandat, était contre le mariage homosexuel. Et son second mandat, il était pour. Il s'est passé 4 ans entre les deux. Le problème, c'est qu'en fait, cette plus large acceptation de l'homosexualité n'a pas du tout éteint l'homophobie pour autant. Et là aussi, on le voit dans les chiffres, 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe en 2019 contre 1380 en 2018. C'est une augmentation de 36% sur l'année. Un tiers, en gros, des infractions subies représentent des injures et des outrages. Un autre tiers sont des plaintes pour des violences physiques et sexuelles. Ça veut dire qu'on est en train de buter, j'ai envie de dire, sur le dernier carré de l'homophobie qu'on ne réformera pas, ou est-ce qu'il y a des problèmes, je sais pas, culturels, générationnels qui l'expliquent ? Je pense qu'on est sur le dernier carré, effectivement, des gens pour qui ça pose un problème. Les chiffres que vous citez sont terribles, hein. Effectivement, plus 38%, c'est l'année dernière. Donc, le 17 mai, cette année, il y a juste la nouvelle journée internationale de lutte contre l'homophobie et les LGBT-phobies en général. Les nouveaux chiffres vont sortir.
je suis assez pessimiste sur les chiffres, parce que de toute façon, on le voit au quotidien, et c'est reporté par Tétu, les agressions homophobes ont plutôt tendance à augmenter, c'est ce qu'on voit sur Tétu. Donc, je crains que le chiffre soit plutôt négatif. Donc, oui, il reste un bastion à conquérir. Je pense qu'il faut éduquer. Enfin, s'il y a des problèmes d'homophobie, d'agression homophobe, ou des gens qui n'utilisent pas les bons mots souvent, ou sont encore maladroits sur le sujet, je pense qu'avant tout, c'est un problème d'éducation et d'ignorance. Finalement, à ce qu'est la diversité, et finalement, ce sont des gens normaux. Donc, je pense que ça va être la dernière bataille, entre guillemets, mais la plus dure. Donc, elle va durer, parce que ces bastions sont assez forts, politiquement assez forts d'ailleurs. Politiquement, en quel sens? Quand je dis politiquement, c'est dans l'engagement, c'est une lutte acharnée. J'aime pas Twitter, et j'ai plutôt tendance à ne pas regarder Twitter, mais c'est là où on voit la lie des commentateurs inspirés politiques. Donc, c'est en cela que je fais le commentaire politique, c'est que c'est d'une violence inouïe. Et en permanence, je dis aux équipes, aux directeurs de la rédaction, de couper Twitter, parce que ça ne sert à rien. Cette twittosphère, c'est d'une violence extrême. Il faut faire abstraction de ça. Donc, nous, on veut s'adresser à la population française, aux entreprises en général, pour justement faire en sorte qu'on éduque sur ces sujets de diversité, on partage des best practices, comme on dit en anglais, pour juste expliquer simplement ce que c'est, pour aussi expliquer que les LGBT sont des gens normaux, voilà, comme tout un chacun. On voyait cette hausse des chiffres sur les agressions. Est-ce que ça traduit un phénomène qui est réellement en hausse? Est-ce qu'on en est sûr? Ou est-ce que simplement les victimes ont désormais moins peur d'en parler, moins peur de pousser la porte d'un commissariat, d'aller porter plainte? Malheureusement, je pense que c'est un sujet ce sont des problèmes qui sont en hausse. Je pense que c'est lié à la question est la bonne. C'est les LGBT sont plus visibles, on en parle plus. La parole est libérée dans la société française, donc ça génère plus de réflexes anxiogènes et donc d'agressions. Voilà. Donc je pense que comme les LGBT sont plus visibles, forcément, ça peut aboutir à de l'agression pure et simple dans une rue, dans une manifestation, etc. Donc, c'est le paradoxe, hein. Plus de visités, donc plus d'agressions aussi, quoi. Et pour autant, on sait les gens sont plus de closet. On dit dans le placard, hein, dans le jargon, voilà, quand on n'est plus dans le jargon, on est out, c'est la définition du mot, hein, donc on est out, c'est visible, donc ça génère des réactions épidermiques. Et pourtant, on sait que tout ce que nous disent ces statistiques, c'est finalement un peu la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y avait un autre chiffre d'une étude aujourd'hui en France en 2019 qui expliquait, alors là, sur des faits de discrimination plus que d'homophobie violente, que seuls 14% des personnes victimes de faits discriminants engagent des démarches pour rapporter ces faits, alors que ce soit à la police, à un employeur, etc., etc. Donc ça fait quand même partie des choses que les victimes ont encore du mal à dénoncer. Complètement. C'est aussi lié à la question. Ils ont du mal parce qu'ils ont peur d'être mal reçus, ou que les dossiers ne soient pas traités dans les temps ou mal considérés. Donc, encore une fois, c'est un sujet d'éducation et d'ignorance, et c'est le rôle de Tétu et d'entreprises comme AXA de porter la bonne parole. Non, une agression homophobe, des mots violents sur Twitter, il y a une loi qui est claire sur le sujet, sur les propos agressif et homophobe, c'est pénalement répréhensible. Il faut le faire savoir et il ne faut pas se laisser faire. Alors, on voit bien si les opinions ont évolué. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elles ressemblent et surtout où est-ce qu'elles se manifestent, ce qu'on va qualifier d'homophobie ordinaire? C'est où? C'est uniquement en ligne? C'est dans la sphère familiale? C'est dans le milieu professionnel? C'est partout à la fois? Je pense que c'est. Je mets à part Twitter parce que je pense que c'est un média qui est vraiment très spécifique et qui ne touche qu'aux gens qui font du Twitter, donc une twittosphère dont il faut s'éloigner. On va dire que c'est pas représentatif de la population plus large. Ouais. Voilà, c'est pas représentatif. Moi, je le dis toujours aux équipes Tétu, c'est pas les gens qui nous lisent de toute façon, ce sont pas les abonnés. Donc, ce qui se dit sur Twitter, finalement, faut prendre du recul. Non, je pense que ce qui est le plus intéressant, ce problème d'agression homophobe, il faut le traiter, bien entendu, mais ce qui nous intéresse plus aussi avec Tétu, c'est l'homophobie ordinaire, c'est maladresse de langage au quotidien. On avait récemment organisé une conférence, un webinaire en l'occurrence par la pandémie, sur le sens des mots. Faut faire attention aux mots qu'on utilise dans la sphère familiale, dans le monde professionnel, pour pas blesser.
Mais ça commence souvent aussi par des petits exemples. Voilà, au retour de week-end à la cafétéria. Bon, cette année pas trop, on va dire, mais bon, en tout cas pour le mois de juin. Voilà, qu'est-ce que tu as fait avec ta copine ce week-end? C'est pas difficile. pas l'homophobie, j'exagère un peu, hein, attention. Là, pour le coup, c'est au pire une maladresse. Voilà, c'est même pas une maladresse quelque part, mais au moins, quand il y a un doute, si on demande qu'est-ce que tu as fait avec ton ami, c'est safe, ou avec ton partenaire ce week-end, voilà, on prend pas de risque. Mais ça, c'est assez facile comme exemple, mais il y a d'autres exemples finalement de propos, des fois maladroits. Et c'est ça tout le sujet finalement. Donc on a fait justement tout un lexique de situations où finalement, en faisant attention au sens des mots, on va mettre à l'aise les gens et mieux connaître les gens, donc mieux bosser avec eux finalement. Parce que ça a quand même des réelles conséquences. Il y a près de 40% des homosexuels en France qui déclarent avoir fait l'objet de commentaires ou d'attitudes négatives au travail. Il y en a 20% qui expliquent ils ou elles se sont sentis discriminés dans la recherche d'un emploi. Et la moitié, en gros, 51% des agents de la fonction publique, 46% dans le privé, estiment, ouvrez les guillemets, que révéler son homosexualité à son entourage professionnel contribue à mettre mal à l'aise des collègues de travail. Donc ça veut dire que là aussi, il y a quand même un travail à faire. Du coup, c'est vrai que l'implication des entreprises est importante, surtout quand elle vient d'en haut, mais ça veut dire que là aussi, c'est générationnel, c'est une culture qui évolue, et puis voilà, avec le temps, on viendra à bout des problèmes. On le mesure chaque année avec le BCG, Boston Consulting Group, dans une dizaine de pays européens. Et en France, on a leur partenaire pour faire cette étude. En fait, ce que dit l'étude, c'est assez simple. C'est celle de 2020. Il y a 4 LGBT sur 5 qui sont à l'aise par rapport à pour faire leur coming out au travail. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y en a que 1 sur 2 qui l'ont fait réellement. Pourquoi ? Parce qu'un tiers, une personne sur 3 pense que ça pourrait représenter un risque professionnel. Donc, ça montre bien encore la marge de progrès. Et les chiffres avec la pandémie se sont écroulés, d'ailleurs. Pourquoi aussi? Parce que là, il y a toute la problématique du télétravail, des Zooms et conférences call, où finalement, les discussions sont très transactionnelles. On ne parle plus de soi, il n'y a plus de café, il n'y a plus des interactions sociales. Donc, ça reviendra peut-être. On ne peut pas l'exclure. Pour un mois ou plus. Mais... Donc, je pense que oui, bien sûr, il y a des gens qui sont à l'aise dans leur vie perso, mais c'est vrai qu'au boulot, il y a beaucoup de personnes qui perdent beaucoup de temps à se cacher. Oui. Et quand on n'est pas soi au travail, ça peut aussi, et je suis désolé d'en venir là, ça peut aussi impacter la rentabilité de l'entreprise, parce que s'il y a des gens qui sont à l'aise au boulot, qui sont eux-mêmes, ce qui aussi permet de mieux connaître ses collègues, voilà, c'est des gens qui sont plus à l'aise, qui vont mieux bosser et au final qui vont avoir une efficacité au boulot qui sera a priori plutôt améliorée. Donc je pense que quand on parle nous à des dirigeants d'entreprise, notamment à des CEO d'entreprises du CAC 40, je suis très direct là-dessus, mais il y a un business model de la diversité, c'est que c'est une pratique de bien-être au travail. Si les gens sont bien quand ils viennent au boulot, quand ils sont eux-mêmes, ils vont être plus créatifs, ou en tout cas plus efficaces, on dira. Et voilà, ça va impacter le bien-être de l'entreprise. On va parler des initiatives qui permettent d'avancer. Vous le disiez tout à l'heure, évidemment, avoir des personnalités visibles qui assument leur homosexualité comme une normalité comme les autres, j'ai envie de dire, ça fait avancer les choses parce que ça donne des références à la fois peut-être pour les jeunes générations et puis pour la population en général. Mais il y a quand même des initiatives de la sphère publique. Par exemple, à l'école, il y a une mise en place d'actions éducatives sur la lutte sur les discriminations. Là aussi, l'homophobie, c'est un truc qui se soigne au plus jeune âge. Oui, d'ailleurs, on développe des programmes de formation avec le groupe SOS sur des problématiques pour des enseignants, justement, qui aussi éduquent des enfants, et notamment sur les problématiques de haine en ligne. Voilà, donc ça aussi, c'est le rôle de TETUS, non seulement en parler dans les médias, mais éduquer et aider des gens ou des formateurs, justement, des éducateurs, à donner des clés aux enfants sur ce qu'il faut dire, ce qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important. Donc, je pense que l'éducation dans le monde public, elle commence par les jeunes. Effectivement, c'est important qu'ils portent la bonne parole. Surtout que, normalement, a priori, je ne sais pas s'il y a d'études là-dessus, mais on peut imaginer que les jeunes, en général, sont plus à l'aise que des générations, les plus anciennes générations sur ces sujets-là.
Donc ça, voilà. Donc, mais néanmoins, toujours pareil, hein, il y a encore des bastions. Donc je pense que nous, en tant que Tétu, on essaie d'éduquer, aider des éducateurs, des formateurs à former des jeunes sur le sujet. C'est vrai en entreprise aussi. Et souvent, on dit, nous, parce qu'on parle d'initiative et de best practice en entreprise, ça part souvent de la prise de parole idéalement du CEO, mais ou quelqu'un du COMEX, hein, Éric Lemaire chez AXA, ou encore Frédéric Oudéa chez Société Générale, Nicolas Hieronymus chez L'Oréal. Ça part du haut. Pourquoi c'est important que le CEO montre l'exemple? Pour libérer la parole et provoquer, inciter au débat dans l'entreprise. Oui, vous mentionniez AXA. AXA était le premier sponsor d'une étude qui s'appelle Out Now, qui est une étude mondiale, et qui a d'ailleurs été animée à l'intérieur de l'entreprise par une communauté de collaborateurs LGBT. Et c'est vrai que là aussi, la diversité, et la diversité visible vient de l'intérieur. Vous avez le même rôle, vous vous sentez investi du même rôle aujourd'hui, qui était celui de Tétu à ses débuts, c'est-à-dire de coordonner aussi des actions ou de la mobilisation des associations qui sont encore très fortes sur ces questions-là. Tétu a 25 ans hein, cette année, donc ça a démarré en 95, grosso modo, suite à la fin du magazine Guépier, qui était le précédent média sur ce sujet-là. Je suis pas sûr que Tétu historiquement ait eu un rôle de coordination de toutes les associations. Je pense que le rôle de Tétu a toujours été plutôt de promouvoir, expliquer et donner la parole à ces associations dans un média qui n'existait pas à l'époque. Donc encore une fois, je pense que il y a des débats qui ont évolué, qui ont bien évolué sur le mariage et le Pacs, etc. Mais quand même, dans Tétu, on continue à parler de santé, on continue à parler d'associations, du rôle des associations et de toutes les diversités. Tétu était un magazine plutôt gay, hein, on va dire, à sa fondation. Et quand on suit la ligne éditoriale de Tétu, maintenant, on est plutôt sur comme on dit, toutes les lettres du mot, hein, LGBTQ+, de la diversité. Donc, ce qui est intéressant mais c'est ça, je pense que l'enjeu maintenant, c'est d'exprimer et faire en sorte aussi qu'on exprime toutes les diversités à différents âges. Et ça, c'est le rôle et le challenge de Tétu au quotidien. Donc, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait eu de rôle de coordination, mais plus un rôle de porte-parole et maintenant avec une dimension plutôt élargie, c'est-à-dire qu'on traite de toutes les diversités LGBT. Et nouvelle approche, on parle non seulement au grand public, mais au monde de l'entreprise. Parce qu'on passe beaucoup de temps en entreprise et je pense qu'il y a du gros boulot à ce niveau-là, notamment par rapport au milieu anglo-saxon. Alors, dernière initiative en date, à la fois parce que c'est les 25 ans de Tétu et puis parce que le 17 mai arrive, c'est-à-dire cette journée mondiale contre l'homophobie, vous sortez un film. Complètement, voilà, c'est un beau film d'ailleurs, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Il est en diffusion sur France Télévisions dès aujourd'hui, jusqu'au 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, hein, et toutes les LGBT-phobies. On a réalisé ce film sur des paroles de Oshi, la chanteuse qui a souffert des propos de Fabien Lecoeuvre récemment, avec une voix off de Vanessa Paradis. Donc les trois films sont juste sublimes parce qu'ils mettent en scène toute la diversité, un couple gay, un couple de lesbiennes, un couple de trans, pour juste montrer de façon très simple finalement la vie quotidienne de ces gens-là qui s'aiment en toute simplicité. Et voilà, le fait que France Télévisions, que Delphine Ernotte soutiennent cette initiative, qui sera aussi d'ailleurs reprise sur Canal+ le 17 mai et sûrement d'autres médias. Bah voilà, je pense que donc il y a 2 journées spéciales sur France 2 aux alentours du 17 mai. Et on va être partenaire de la soirée aux alentours de 20h avec la diffusion du spot, en plus de tout le plan qui est prévu d'ici là. Donc je pense que c'est encore une fois une façon de montrer à la société française que ce sont des gens comme les autres. Voilà. Donc je pense que Tétu est complètement dans son rôle au-delà du magazine qui sort tous les trimestres et qui continue. J'allais y revenir. On mettra le lien du film dans les notes de cet épisode. Pour en savoir plus, évidemment, j'engage tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller s'informer, entre autres, sur le site Stop Homophobie. Il y a aussi des sites qui permettent de signaler les comportements homophobes et de trouver des contacts, soit dans le monde associatif, soit dans la sphère publique, pour se faire aider, accompagner ou porter plainte. Bon, si on veut en savoir plus sur Albin Servian, où est-ce qu'on vous retrouve en ligne? Parce que Tétu, c'est dans les kiosques tous les 3 mois, mais c'est aussi en ligne tout le reste du temps. Tétu, de toute façon, c'est quand j'ai repris Tétu il y a 3 ans, alors moi je viens de la French Tech, donc je suis plutôt digital, donc le magazine est là, bien sûr, c'est le bonbon pour les fans, c'est
Donc, on a toujours des réactions très, très fortes sur les réseaux sociaux dès que les gens reçoivent Tétu chez eux. Il est en kiosque dans près de 8000 kiosques en France qui se réouvrent maintenant. C'est des kiosques comme on en voit partout dans les villes ou encore dans les relais, dans les gares. On retrouve Tétu en ligne sur tétu.com. On a à peu près 1 million de visiteurs uniques tous les mois et sur tous les réseaux sociaux positifs, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Voilà, donc on est vraiment partout sur Tétu et maintenant en télé avec France Télévisions. Donc Tétu est partout. Voilà, Tétu est partout pour porter la bonne parole. On est même en entreprise et on essaie de convaincre un maximum d'entreprises comme AXA de nous rejoindre pour libérer la parole en entreprise et faire en sorte que les gens soient à l'aise au boulot. Merci infiniment, Albin Servian. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis, homophobes ou pas. On ne vous souhaite pas d'avoir des amis homophobes. En tout cas, ceux qui manqueraient un peu de connaissances sur le sujet. Et vous, venez déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Ça aidera d'autres à découvrir ce podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.